tous, bienvenue sur ma chaîne Goodwill. Aujourd'hui nous allons continuer la préparation à l'UE4 du DSCG avec la partie 2 concernant les opérations de restructuration, fusion, scission, apport partiel d'actifs, etc. Dans un premier chapitre, je vais aborder la fusion-absorption simple, dite fusion classique. En introduction, en quoi consiste la fusion? Alors nous allons voir que la fusion s'inscrit dans le cadre du développement des sociétés. Et le développement des sociétés peut s'effectuer par une croissance externe qui consiste à s'approprier surtout des moyens matériels existants d'approvisionnement, de production et ou de distribution, voire d'autres moyens immatériels, sans oublier une clientèle. Si la société initiatrice souhaite conserver la raison sociale et les marques associées à une société utile pour suivre sa stratégie de développement, elle procédera à l'acquisition notable d'actions de cette société. Donc à ce moment-là, on s'inscrit dans le cadre d'une filialisation et donc de la constitution de groupes de sociétés et de consolidation. Mais un autre mode de croissance peut être envisagé. Donc là, j'indique que cette acquisition de titres de participation lui permettra de détenir à la société mère le contrôle d'une société qui devient alors une filiale. La société initiatrice, en tant que société mère, présentera ses documents de synthèse, bilan et compte de résultats consolidés pour sa structure et celle de sa filiale. Donc c'est ce que nous avons vu dans une partie 1 qui concerne la consolidation, notamment lors de mes cours en IAE que je vous ai effectués auprès de mon public Master CCA que je salue. Bon. Maintenant, il y a un autre mode de croissance qui est envisageable quand la société initiatrice désire imposer sa raison ou dénomination sociale et ses propres marques, tout en augmentant sa surface d'approvisionnement, de production et de distribution contrôlée. Il s'agit de la fusion-absorption que nous allons étudier, alors à la fois pour vous, mes étudiants de Master CCA, et également pour tous ceux que j'invite, qui sont présents et qui me suivent régulièrement, qui sont abonnés, qui me suivent régulièrement sur ma chaîne Goodwill YouTube, et que je salue également chaleureusement. Donc nous allons étudier la fusion-absorption maintenant. Alors, grand temps, en quoi consiste le mécanisme de la fusion-absorption? Ce mécanisme consiste à dissoudre juridiquement la société absorbée qui continue son activité en tant que simple établissement d'approvisionnement industriel ou commercial. Nous allons voir quelles sont, dans un point grand A, les incidences de ce mécanisme. Bien souvent, la société mère, avant la fusion de l'entité acquise, détient une partie des titres de cette société. Les titres, actions détenues préalablement par la mère sur cette société, sont alors annulés et il y a un échange de titres. Les titres actions détenues préalablement par la mère sur cette société sont alors annulés et il y a un échange de titres pour les autres actionnaires, actions de la mère absorbante, résultant de son augmentation de capital permettant d'intégrer l'actif net de dette de la société dissoute. Donc nous sommes dans une opération au préalable dans un groupe de sociétés où il y a une mère qui détient des titres sur une filiale et cette mère soudainement décide, pour diverses raisons stratégiques, alors pas si soudainement que ça, mais décide, pour des raisons stratégiques, d'absorber une filiale. Et donc là, on utilisera les termes de tout simplement absorbante et absorbée, non plus de mère et de filiale. Alors cette augmentation de capital que va opérer la société absorbante fait suite à l'apport d'actifs nets de la société dissoute. Alors, étant donné que bien souvent la mère ne détient pas 100% des titres de la société visée avant sa dissolution, elle doit attribuer les actions nouvelles représentatives de son capital augmentées aux actionnaires autres qu'elle-même. L'échange des actions de la société visée et des nouvelles actions supplémentaires de la consolidante s'effectue le plus souvent sur la base des valeurs mathématiques. Si l'apport retenu diffère de la valeur comptable affichée chez l'absorbé, cette dernière constate un résultat de fusion. De plus, lorsque la valeur d'apport dépasse le montant de l'augmentation de capital en valeur nominale chez l'absorbante, la différence dite prime de fusion est intégrée dans les capitaux propres de la mère. Alors la prime de fusion, c'est la différence entre la valeur retenue de l'actif net apporté et l'augmentation de capital en valeur nominale. Donc nous allons voir maintenant le cadre théorique des écritures comptables type. Tout d'abord dans la comptabilité, dans un point B, tout d'abord dans la comptabilité de l'absorbante, puis dans la comptabilité de l'absorbé. Donc point B. On constate la créance sur l'absorbé pour la valeur de l'ANCC le plus souvent, l'actif net comptable corrigé. Alors parfois, on peut être sur une projection de flux
en considérant que la valeur est représentée par exemple par la méthode des free cash flow, FCF, des DCF, discounted cash flow, ou des flux, encore appelés les flux nets de trésorerie. Alors sur l'annale UE4 2019, il y avait la méthode de la moyenne de la valeur de rendement et de la valeur financière. Donc ce sont des méthodes qui considèrent que la valeur est exprimée par l'actualisation soit du bénéfice par action, le BPA, soit du dividende. Bon. Alors je disais, on constate la créance sur l'absorbé pour la valeur le plus souvent de la NCC, qui est considérée comme la valeur réelle. Parfois ça peut être de l'ANC. Alors tout dépend, on verra le style de contrôle qui est exercé. Est-ce qu'on est en contrôle commun ou en contrôle conjoint? Donc j'indiquerai si il y a ce qu'on appelle une fusion à l'envers ou une fusion à l'endroit. Donc j'expliquerai ces notions dans un chapitre 2. Pour l'instant on est sur une fusion classique absorption simple. Alors on considérera au niveau des entrées d'apport. Alors attention, faites bien attention. Pour respecter l'équité entre les actionnaires de l'absorbante et de l'absorbé, le rapport d'échange que l'on va déterminer entre les actions de l'absorbante et les actions de l'absorbé, puisque les actionnaires de l'absorbé autres que l'absorbante vont avoir droit à des titres de l'absorbante suite à la dissolution de l'absorbé, et ces titres, il va falloir calculer un rapport pour se dire ces actionnaires de l'absorbé, combien ont-ils droit de nouveaux titres de l'absorbante. Donc c'est ce qu'on appelle, on va déterminer un rapport d'échange pour savoir ce nombre à affecter de titres nouveaux de l'absorbante en faveur des actionnaires autres que l'absorbante dans l'absorbé. Bon. Alors, donc ça, c'est toujours en se basant sur la valeur réelle pour respecter cette parité d'échange, l'équité entre les actionnaires de l'absorbante et puis les actionnaires autres que entre les actionnaires autres que l'absorbante dans l'absorbé. Bon. Alors, maintenant, il y aura des règles au niveau de l'enregistrement comptable, selon le type de contrôle, contrôle conjoint, contrôle commun, est-ce qu'on est en fusion dite à l'endroit ou à l'envers. Et l'enregistrement en entrée de compte se fera soit à la valeur dite comptable, soit à la valeur réelle. Nous verrons ça dans un deuxième chapitre. Bon. Pour l'instant, mettons en place le schéma d'écriture classique. Donc à la date d'apport, vous avez une créance sur la société absorbée, donc on va utiliser un compte 4, ANCC, en contrepartie l'augmentation du capital social et la prime de fusion pour la différence entre ce qui est apporté et qui est exprimé en créance et l'augmentation de capital social en valeur nominale. Ensuite, la créance vis-à-vis de l'absorbé est soldée lors de l'enregistrement de l'apport net. Donc nous constatons des comptes 2 à 5 pour l'actif apporté, des comptes 16 à 4 pour les dettes qui sont apportées, qui sont reprises, et nous soldons le compte de créance sur la société absorbée lors du constat de cette entrée en compte des apports. Bien, puis nous nous intéressons dans un deuxième temps à la comptabilité de l'absorbé. J'ai pris l'hypothèse ici d'une entrée à l'ANCC. La transmission des actifs et passifs de dette donne lieu à une créance sur la société absorbante avec hypothèse d'un résultat de fusion bénéficiaire. Donc, à la date de transmission d'actifs nets, je constate une créance de la société absorbée sur la société absorbante. Ensuite, il va y avoir la sortie des dettes de la comptabilité de l'absorbé, donc ces dettes sont débitées, la sortie de l'actif, donc ces actifs sont crédités, et par différence entre la valeur qui est considérée, alors je peux appeler ça une valeur de marché, je peux appeler ça une valeur actif net comptable corrigé, bon, tout dépend le traité de fusion, ce qui a été décidé dans le traité de fusion au niveau de la valorisation des entités qui participent à la fusion. Donc je prends la valeur, une valeur réelle, une valeur de marché ou ANCC, moins la valeur comptable, et j'obtiens le résultat de fusion directement en compte 12. Alors on peut utiliser des comptes 7 et des comptes 6 pour le résultat de fusion lorsque il y a des éléments d'actifs immobilisés par exemple, mais là je vais directement en synthèse pour ne pas perdre de temps, en compte 12. Et après, puis la société absorbée reçoit des titres de l'absorbante en échange de ces titres représentatifs de son capital, en échange de ces titres qui sont annulés, puisque la société absorbée est dissoute. Donc elle va enregistrer cette société absorbée, l'entrée des titres remis en actifs et en contrepartie l'annulation de créances sur l'absorbante.
Donc entrée des titres, soit on met en 261, on peut mettre en 503 BMP, on annule un compte 45 ou 46 selon le type de compte que l'on a décidé d'utiliser. Donc on annule la créance, constat de rémunération de l'apport par la réception de nouvelles actions de l'absorbante. Ensuite, nous exprimons les droits dus aux actionnaires de l'absorbé, exemple avec la NCC. Donc je prends le capital social, les réserves et le résultat de fusion, l'ensemble constitue l'équivalence de valeur d'un NCC. Donc cette valeur d'un NCC est maintenant due aux actionnaires de l'absorbé. Ensuite, je vais remettre les titres, l'absorbante va remettre les nouveaux titres aux actionnaires de l'absorbé. Donc la remise des titres nouveaux aux actionnaires de l'absorbé permet d'effacer la dette de l'absorbé vis-à-vis d'eux et de solder, c'est-à-dire d'effacer le bilan de cette société car elle est dissoute. Elle n'existera plus après les dernières opérations comptables. Donc nous annulons un compte 4 de dette vis-à-vis des actionnaires pour la valeur de la NCC. On remet les titres, donc le poste-titre est sorti du bilan de l'absorbé, titre de participation sur UVMP sur la société absorbante. Donc remise des actions nouvelles de l'absorbante aux anciens actionnaires de l'absorbé autre que l'absorbante. Et après, nous aurons l'occasion dans un grand 2 de traiter un exemple. Voilà, je vous remercie pour cette session, j'espère qu'elle vous a plu et je vous dis à tout de suite pour une deuxième session. Merci.